Le général Luc Duperron de Revel est notre invité. Il est général de division de l'armée de terre française. Mon général, merci d'être avec nous. Vous avez longtemps travaillé en Afrique et surtout aussi pour l'Afrique, comme l'on dit. Vous avez été conseiller technique au sein de l'armée ivoirienne où vous avez commandé le 43e bataillon d'infanterie marine à Abidjan. Vous avez été attaché de défense en Éthiopie afin de rejoindre la direction de coopération de sécurité et de défense du ministère des Affaires étrangères. Vous connaissez bien l'Afrique. L'insécurité touche aussi la région du Sahel. Un plaidoyer a été publié l'année dernière par la FERDI. Il s'intitule « Alliés, sécurité et développement, plaidoyer pour le Sahel ». Alors dans ce plaidoyer, il est fait mention des secteurs fondamentaux pour la stabilisation de cette région du monde, que sont le développement agricole, la formation technique et le frein à la croissance démographique. Quel est votre avis sur ce plaidoyer, sur ce texte ? Alors, ce texte est extrêmement riche, il aborde de nombreux domaines qui effectivement sont tout à fait d'actualité. C'est sur le terme de stabilisation où peut-être j'aurais une toute petite réserve. Stabilisation me semble beaucoup plus connotée avec un conflit dans lequel nous sortons juste. Je crois que le Sahel est une situation de longue haleine dans laquelle on parle peut-être beaucoup plus de développement général, d'atteinte de la paix et de la sécurité, qui me semble moins réducteur que le terme de stabilisation. Alors, les termes que vous venez, les sujets que vous venez d'aborder, je crois, c'est-à-dire la croissance démographique, le développement agricole, la formation technique, sont des sujets centraux, mais qui ne sont pas les seuls, qui sont à remettre dans un ensemble qui est abordé aussi tout à fait dans cette étude. Vous voyez d'autres dimensions vous-même par rapport à votre expérience justement de l'Afrique et de ses territoires? Oui, je vois d'autres dimensions parce que déjà, j'essaye de mettre d'une manière un tout petit peu différente que le simple développement sécurité tel que nous en parlons actuellement, pas de développement sans sécurité, pas de sécurité dans le développement, en essayant de les articuler l'un par rapport à l'autre, en sachant pour moi qu'il faut assurer la sécurité du développement dans toutes ses dimensions, et cela nous amène un peu à répondre à la maxime du maréchal Foch. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il quand on parle de développement? De quoi s'agit-il quand on parle de la sécurité? Et la sécurité du développement est peut-être cette sécurité générale qu'il faut donner, sécurité pour les populations, qui est une sécurité du quotidien. Pour les investisseurs? Déjà pour les populations, je crois que les populations se sentent en sécurité, donc il y a peut-être des domaines de sécurité intérieure, de police, de gendarmerie, de justice, sécurité des investisseurs, de tous les personnalités, les groupes qui travaillent au service du développement. Et puis sécurité, quand on parle du Sahel, qui n'est pas à négliger, je crois, qui est la sécurité aussi d'autres acteurs, d'autres États, notre sécurité à nous en France. Les armées qui interviennent au Sahel sont là pour la sécurité de cette région, mais sont là aussi pour notre sécurité. Il y a donc une certaine ambivalence de cette sécurité. Tout ça au service du développement. Et ce développement, je crois que c'est ce développement qui apportera la sécurité générale, la paix et la sécurité, que je vois comme une fin politique, alors que le développement en tant que tel me semble être le corps central sur lequel doivent converger les efforts. Une autre dimension, mon général, qui doit être peut-être prise en compte, en tout cas elle l'est aussi à travers le rapport. Le rapport fait mention de la fragilité des jeunes, souvent sans emploi dans cette partie du monde, à l'égard des trafics d'ailleurs illicites et du terrorisme. Vous-même, vous investissez beaucoup personnellement sur la question de l'insertion des jeunes après les conflits. Quel est votre regard sur cette dimension ? C'est qu'elle est, pour moi, absolument centrale dans le développement. Cette jeunesse, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'abord d'une tranche d'âge, d'une période de transition dans laquelle les jeunes aspirent, et c'est leur devenir normal, d'être intégrés dans la société, d'avoir un emploi, de se marier, d'avoir un logement. Et ces jeunes, qui sont de plus en plus nombreux, songeons qu'en 2050, il y aura à peu près 440 millions de jeunes en Afrique, nous avons besoin de leur donner, de leur promettre ou de leur donner des débouchés. Ils doivent pouvoir trouver des emplois, ils doivent pouvoir avoir une éducation. Cette éducation est souvent d'un niveau relativement faible ou insuffisant pour assurer à ces jeunes une formation suffisante. Elle est insuffisante aussi pour assurer aux sociétés, aux États, une force de travail globale suffisamment bien formée. Et j'ai la conviction que la formation de la jeunesse, l'éducation de la jeunesse, participera au développement, participera aussi à d'autres choses, comme vous parliez tout à l'heure de la démographie dans ces pays. C'est le développement, c'est la formation de la jeunesse qui permettra vraisemblablement, comme cela s'est passé un petit peu partout dans le monde, une transition démographique harmonieuse. Et donc l'action sur la jeunesse, et je crois,
une priorité centrale qui va dans un autre ensemble, qui va dans un ensemble qu'on ne peut pas isoler, mais elle est centrale. Mais il faut naturellement développer aussi les infrastructures de transport, il faut développer l'accès à l'énergie, tout ceci, les jeunes en ont besoin, mais les sociétés en ont besoin. Et donc, le développement, pour résumer, pour moi, est central pour l'atteinte de la paix et la sécurité. Au sein du développement, la question des jeunes en est le cœur, mais qui se place dans un ensemble beaucoup plus vaste dans lequel il y a de multiples domaines à travailler. Vous avez eu une expérience très forte en Côte d'Ivoire. Les programmes de désarmement, de réintégration de la Côte d'Ivoire ont peut-être été considérés aussi comme étant un véritable succès. Et est-ce qu'il y a là une attitude ou un modèle à dupliquer sur d'autres parties du monde, avec l'aide aussi de la France et de l'armée française ? Il y a quelque chose dont on peut s'inspirer, c'est le triptyque qui a été développé à l'occasion de ce DDR, qui est socialisation, formation, insertion. Et celui-ci, qui a été développé par les autorités ivoiriennes, avec des conseillers, en particulier le général Clément Bollet, qui avait expérimenté ceci quand il était directeur de la coopération et de la sécurité, en s'inspirant d'un modèle français que le service militaire adapté, et l'EPID ou autre, qui a été développé dans un certain nombre de pays, Guinée, Côte d'Ivoire, Madagascar, avec les services civiques, dans lequel l'insertion professionnelle n'est pérenne que si elle s'accompagne de l'acquisition de compétences sociales. Je crois que c'était le cœur de ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. C'est presque de l'identité culturelle à un moment donné. Non, ce n'est pas tant de l'identité culturelle que ce soit des jeunes en difficulté, par exemple dans nos outre-mer en France ou dans nos banlieues, que ce soit des personnes à réinsérer dans la société, il faut apprendre ou réapprendre des compétences sociales qui vous réintègrent dans la société. Ces compétences sociales sont vastes, mais c'est surtout savoir se positionner dans une société, savoir quel est l'État, voilà. Et ça a été, je crois, vraiment un des marqueurs de cette expérience du DDR en Côte d'Ivoire qui a participé à son succès. Ensuite, il y a eu du réalisme. Pour insérer, près de 60 000 personnes ont quitté donc, le statut de combattant pour être insérées professionnellement de la meilleure manière possible. Le réalisme a commandé qu'il fallait prendre en compte le fait que l'économie ivoirienne était à 80% informelle. Et donc il fallait travailler sur ces petits métiers qui, avec une formation solide et reconnue par un diplôme, eh bien, permettaient à ces personnes qui ne pouvaient pas aspirer dans l'immédiat, à court terme, à quelque chose de beaucoup plus élevé, de s'insérer dans des métiers de leur environnement. Il fallait donc du réalisme et ensuite formaliser un peu cet informel. On leur découvert du secteur bancaire, ils ouvraient un compte avec les primes qu'ils touchaient. On reconnaissait leur formation par un diplôme. On inscrivait le métier qu'ils allaient faire à la Chambre des commerces. On leur faisait payer une légère prime pour une couverture sociale pour eux et leur famille. Et tout ceci participait non seulement là aussi à leur resocialisation, mais à leur insertion dans la société. En métropole, outre-mer, en France, ce qui marche dans le système militaire adapté dans lequel on s'adresse à une population de jeunes en grande difficulté, ce que nous disent toutes les entreprises, c'est qu'ils ont affaire à des jeunes qui sont dans la société, qui ont compris les codes du marché, qui ont compris les codes de l'entreprise, qui ont compris le code d'une communauté et qui donc peuvent se situer. C'est ça qui fait le succès, je crois, de ces dispositifs. Et je crois que c'est ce qui peut être le succès des dispositifs de type DDR qui doivent être ensuite aménagés en fonction des pays, des environnements, mais qui peut aussi faire le succès de dispositifs analogues au SMA. Et là, on n'est pas en post-conflit, mais on est avant les conflits, ou d'une manière générale, ou pour reprendre ce que je disais dans votre question précédente, la jeunesse étant vraiment au cœur, il faut que les États, les organisations, les États d'abord, soient capables de développer des dispositifs qui s'adressent aux jeunes, qui leur donnent une formation professionnels quand ils en ont besoin, et qui, pour ceux qui ont besoin de découvrir les codes de la société, nous leur donnions aussi une socialisation. Donc, compétences sociales, compétences professionnelles.